Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette masterclass qui va porter sur la transformation digitale, la transformation, pas forcément digitale d'ailleurs, la transformation des entreprises et notamment sur le cas de La Poste. Euh, il n'y a quand même pas beaucoup d'entreprises qui s'est transformée plus en profondeur que La Poste. Donc, on va aborder ce sujet avec Marie-Hélène que je remercie pour sa présence sur cette masterclass, qui remercie pour accepter cette invitation. Merci Thierry de ton accueil. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marianne Le Brigand. J'ai eu un grand parcours, on va dire, à La Poste essentiellement, La Poste et France Télécom. Après des études de lettres, j'ai passé un concours de La Poste et je suis tombée dans la potion magique des RH en 1993. Donc, j'ai un parcours d'environ 29 ans dans le domaine de la RH notamment sur mes deux derniers postes en Outre-mer, des RH en Martinique puis en Guyane. J'ai été convaincue que RH veut dire rendre heureux dans l'entreprise, c'est-à-dire plutôt être au service des collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils servent au mieux nos clients. Voilà, alors actuellement, je bénéficie d'un dispositif de temps partiel aménagé senior qui me permet donc de me consacrer à des activités de conseil en RH. C'est la raison pour laquelle je peux être avec vous aujourd'hui. Merci Marie-Hélène pour cette présentation. Et justement, le thème de cette masterclass, on a voulu l'orienter autour de la fonction RH et de son rôle dans la transformation de l'entreprise. Donc, du coup, dans la transformation de La Poste. Et donc, tu étais l'invité parfaite pour nous, pour nos participants, dont certains sont en cycle RH, d'ailleurs, au sein de Classe Digitale, au sein de notre organisme. Et puis peut-être d'autres personnes également qui sont intéressées. Et l'idée, je te remercie du coup de partager cette expérience du rôle de la ressource humaine, des fonctions RH pour accompagner la transformation. Et j'imagine que oui, La Poste, on s'en doute tous, a connu une transformation en profondeur depuis quelques années ou quelques dizaines d'années maintenant. Oui, c'est ça, hein, Thierry. En fait, il y a environ, on va dire, la plus grosse transformation de La Poste a démarré il y a 12 ans, où le groupe public, finalement, devenait une société anonyme pour préparer donc sa transformation face à ce qu'on a tous connu, ce qu'on connaît tous en tant que client, une chute très, très impressionnante du courrier, du trafic du courrier, hein. En fait, cette transformation, elle a été nécessaire parce qu'en l'espace de 10 ans, la Poste, le déclin du courrier a été de pratiquement la moitié du volume de lettres. On est passé de 18 milliards de lettres en 2009 à 9 milliards en 2019. Donc, ce qui était on va dire, la raison d'être et l'activité principale de La Poste a dû nécessairement en fait, se réorienter. Et puis, autre transformation, en 2006, La Poste a vécu la création de la Banque Postale, donc avec la toute jeune Banque Postale qui a à peine 16 ans aujourd'hui dans le secteur bancaire. Et puis également, tout le monde a vu ou a vu, effectivement entendu parler de l'opération Mandarine à La Poste, qui a été les évolutions qui ont été des évolutions de l'actionnariat entre l'État, la Caisse des dépôts et consignations, la Poste et la Banque Postale, pour justement pouvoir se donner les moyens d'augmenter donc ses capitaux et justement avoir les moyens de cette transformation. Donc finalement, La Poste a changé son modèle, a maintenu son modèle à la fois multi-activité et puis s'est tournée vers des activités différentes et très diversifiées. Alors, ce qui est peut-être le plus visible aux yeux du grand public, c'est le développement des services.
comme les visites des personnes âgées avec veiller sur mes parents, la livraison de médicaments, le portage de repas, l'organisation aussi du passage du code de la route, la récupération de papiers usagés pour des fins de recyclage. En fait, tout ce que les autres entreprises ont émis aussi, et même administration, ont émis comme besoin vis-à-vis de la Poste qui, finalement, a pu réaliser une grosse partie de toutes ces activités avec ces 70 000 facteurs et factrices qui, tous les jours, 6 jours sur 7, finalement, passent auprès des clients. Voilà. Donc, en même temps, la Poste a dû se transformer, mais finalement aussi continuer à remplir en fait ses missions de service public et ses obligations de service universel postal, hein, c'est-à-dire la distribution 6 jours sur 7 du courrier et la distribution de la presse, et aussi de maintenir sa présence territoriale dans des communes, on va dire, et des départements extrêmement éloignés pour certaines personnes et où ne vont plus justement les autres distributeurs ou les banques, tout simplement. Donc oui, elle a vécu cette entreprise, une transformation profonde et en même temps, elle s'oriente aussi vers l'actualité, c'est-à-dire la transformation digitale par rapport aux nouveaux besoins des clients. Et puis, elle doit aussi moderniser tout son réseau. Voilà un petit peu les grandes lignes et d'où a commencé, on va dire, cette transformation, Thierry. Ouais, bah, alors, effectivement, même si on se doutait bien qu'il y avait eu des évolutions, hein, qu'il y a plein de choses qui ont changé sur la Poste, bah, merci pour ce panorama qui nous fait vraiment, qui met en évidence, tous ces services, différents, tous ces services complémentaires et qui font que, ben, toutes les fonctions, j'imagine, les rôles, même des pas seulement que des facteurs, hein, qui ont changé, qui vont évoluer et donc, justement, ben, quand on parle d'évolution des rôles, on parle des ressources humaines et donc, quels ont été les rôles? Quel a été le rôle du service, de la fonction ressources humaines dans cette transformation? Alors déjà, la première des choses qu'on a demandé à la fonction RH, c'est de favoriser cette vision du groupe, cette stratégie en fait du groupe La Poste, d'y apporter du sens, à cette transformation, de rencontrer les partenaires sociaux dans les instances sociales, de communiquer sur les accords sociaux qui ont été nombreux, hein, pour accompagner, toute cette transformation, de veiller surtout à la mise en œuvre de ces accords, et c'était extrêmement important de pouvoir communiquer, beaucoup communiquer. Donc, on est devenu plutôt, on va dire, des communicants pour accompagner cette transformation. La fonction RH aussi a été beaucoup associée pour réaliser des études d'impact RH pour les nouveaux projets. Et puis, on a demandé à cette fonction des RH d'être beaucoup plus en posture d'écoute des collaborateurs et en posture d'appui et de soutien et de conseil pour les managers. Voilà un petit peu le rôle ou les rôles principaux qu'ont joué les services RH dans cette transformation. Et alors, c'est cette posture du coup que tu décris, cette posture d'écoute et de renforcement, concrètement, comment ça se traduit auprès des personnels? Oui, alors concrètement déjà, pour les managers et pour qu'ils puissent, au mieux aussi, renseigner, accompagner leurs équipes, donner du sens eux-mêmes, hein, à tous les projets, qu'a mis en route la Poste, c'était surtout de pouvoir leur fournir, des documents RH à jour. Donc, toute la base documentaire a été, refondue, et puis, des outils RH aussi simplifiés pour une meilleure réponse de la part des managers à leur équipe. Parce que pourquoi? Pour le moment, effectivement, jusqu'à présent, les outils RH étaient plutôt dédiés aux acteurs RH et pas tellement tournés vers les managers. C'est le service RH qui, effectivement, manipulait, traitait, gérait tout ce qu'il y avait au niveau documentaire et on a mis tout ça, on a essayé de mettre tout ça à disposition d'une manière beaucoup plus lisible et plus simplifiée pour les managers.
Et puis, on m'a mis en place également et à disposition des managers et des collaborateurs l'expertise RH. On a mis en place des RH de proximité, des personnes qui devaient aller donc sur les différents établissements pour faire davantage le lien entre les besoins des équipes et des managers et, on va dire, les directions RH proprement dites. Et puis, moi-même, j'ai eu à mettre en place des animations de ces responsables RH en établissement pour les faire monter en compétences, pour être au plus près des équipes du terrain. Et puis également, la fonction RH a beaucoup participé aux actions de communication auprès des managers pour les aider dans leur communication vis-à-vis des grands projets et des différents accords, des mesures qui étaient prises dans ces accords sociaux. Voilà en gros les principales actions, les premières actions en tous les cas qui ont été mises en place. Oui, l'aide d'accompagnement. Parce que finalement, quand on se projette sur cette transformation en profondeur, ben, pour les salariés, même par exemple, ceux dont on parlait tout à l'heure, les postiers, la transformation a dû être un choc, certainement. Donc, est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui ont été faites justement pour eux? Oui, alors, pour, les collaborateurs, bien sûr, ce qui était, extrêmement important, c'est déjà de s'occuper des collaborateurs, en termes d'employabilité. Qui dit transformation dit, bah, forcément, évolution, transformation des métiers, des organisations et donc on a donné une place primordiale, par exemple, aux entretiens annuels et professionnels, avec des objectifs de 100 de réalisation chaque année. Pourquoi? Parce qu'il fallait effectivement, bien faire le lien, savoir, déjà, connaître les compétences des collaborateurs, s'assurer de l'évolution de ses compétences, faire le point également sur les besoins d'accompagnement, de formation, d'évolution professionnelle nécessaires pour chacun des collaborateurs. Et puis, on a beaucoup travaillé aussi pour les collaborateurs et pour trouver les bonnes personnes aux bons endroits sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et ce qui va de pair, on va dire, une fois qu'on a fait une bonne gestion prévisionnelle de ses besoins de l'entreprise et des compétences présentes dans l'entreprise, c'est s'assurer aussi de la gestion des emplois et des parcours professionnels et beaucoup travailler sur les parcours à mettre en place, les formations aussi renforcer aux métiers d'aujourd'hui qui évoluent, mais aux métiers de demain qui n'existent pas encore ou qui vont évoluer. Donc voilà, la fonction RH a été vraiment, vraiment sollicitée pour s'assurer vraiment de cette employabilité et de l'accompagnement en fait des collaborateurs. Et puis, la fonction RH, on lui a demandé également de se spécialiser aussi dans cet accompagnement en aidant davantage en proximité, en aidant notamment à la rédaction de CV, de lettres de motivation, en entraînant les collaborateurs à passer des entretiens, parce qu'ils allaient devoir effectivement se reprojeter sur des nouveaux métiers. Et on a renforcé par là même le rôle des conseillers en évolution professionnelle qui sont présents dans nos organisations. Et puis en créant également des espaces mobilité groupes qui sont des véritables services de sélection et d'orientation des collaborateurs. Et tu as mentionné des nouveaux métiers. Alors, Oui. quel type de nouveaux métiers vous avez, enfin, ont émergé, par exemple, à la Poste? Oui, alors bah déjà, parlons peut-être déjà des métiers déjà existants à la Poste et qui ont beaucoup évolué et puis ensuite, bah, les nouveaux métiers qui ont vu le jour. Alors, dans les métiers que tout le monde connaît, bah, évidemment, on va citer, le métier, la personne la plus appréciée, on va dire et la plus attendue, tous les jours, auprès des clients, ce sont les facteurs et les facteurs, nos facteurs, ils ont dû, se former aux nouveaux services qui étaient proposés, les nouveaux services, hein, j'en ai parlé tout à l'heure,
veiller sur mes parents, hein, ce sont des facteurs qui passent avec un contrat, hein, quelque chose qui est contractualisé pour pouvoir s'assurer que la personne âgée va bien et donc faire un retour rapidement à la famille qui a mis en place ou la municipalité qui a mis en place ce dispositif. Nos chargés de clientèle aussi, donc ce sont les personnes qui sont dans les bureaux de poste, donc auprès des clients, ont été formés à l'expérience client. Le chargé de clientèle, il n'est plus derrière un guichet, mais il est dans la salle, dans l'espace commercial à accueillir donc le client, à s'assurer de son besoin, à voir exactement ciblé quel est son besoin immédiat et futur. Et puis, on a aussi nos conseillers bancaires qui se sont spécialisés donc dans le domaine bancaire et qui ont été formés à la fois aux techniques et aux risques bancaires. Et puis, tous les personnels, j'allais dire, de la Poste, et tous les collaborateurs de la Poste ont dû être formés également au numérique, puisque j'en ai parlé tout à l'heure avec les nouveaux usages des clients. Effectivement, nos collaborateurs, pour mieux accompagner donc, les clients sur l'usage du numérique, et puis, j'allais dire, avoir un multicanal aussi d'action, ont tous été formés au numérique. Et puis, on a vu arriver et on voit arriver des nouveaux métiers, alors notamment dans le domaine de la data. Donc, on recherche des techniciens data et on permet aussi à des personnes qui ne sont pas originaires, qui n'ont pas de formation de base, on va dire, en informatique, de pouvoir suivre des parcours et se former donc aux techniques informatiques, donc à la data, à l'intelligence artificielle également. Et nous avons mis en place notamment aussi ce qu'on appelle des conseillers numériques au niveau des bureaux de poste avec l'État, donc qui a souhaité effectivement sourcer au niveau de la Poste pour mettre en place des conseillers numériques et accompagner au sein même des bureaux de poste les clients et aussi les collaborateurs. Voilà en gros voilà les métiers qui ont évolué et puis les nouveaux métiers vers lesquels on va également. Effectivement, quand on entend IA, data, conseiller numérique, ben, on est très loin de l'image ancestrale de la Poste en disant bah, on est juste là pour apporter le courrier. Donc vraiment, c'est C'est impressionnant ça. cette trajectoire, cette transformation. Alors, Marilène, on a eu à un moment donné quelques petits soucis d'image où tu étais un petit peu flou et figé. Juste D'accord. pour dire, mais grâce à elle, c'est revenu. Hein, mais juste pour dire, j'ai oublié, je crois je suis pas sûr qu'on l'ait mentionné au démarrage, mais on a maintenant beaucoup de monde qui assiste à cette masterclass pour vous dire que Marie-Hélène a la chance d'être sous les tropiques. Oui. Je suis en Guyane, effectivement, donc Donc voilà, il y a peut-être des le- petits ah, soucis de connexion, non, c'est ça? le On est loin? signal, le signal vient de loin, hein, il traverse l'Atlantique sous la mer, hein, et donc ceci explique cela, mais enfin en tout cas on t'entend parfaitement et c'est bien l'essentiel. D'accord. Euh, Mais alors si n'hésitez justement, pas à me ressolliciter, sur quelque chose que vous n'auriez pas entendu non plus, hein. Il y a pas de souci. non, on t'a très bien entendu. Voilà. Alors, la transformation, justement, de la poste, transformation des métiers, mais du coup, tu as dit, tu as bien pointé le rôle de la fonction RH pour aider à la transformation de l'entreprise. Mais est-ce que la fonction RH s'est Oui, transformée elle-même? alors oui, effectivement, hein, on a commencé à l'apercevoir là quand on a évoqué. Déjà la fonction RH, c'est un métier pour moi qui doit s'adapter, automatiquement au nouveau monde du travail. Obligatoirement, hein, quelle que soit l'entreprise et quelles que soient les transformations. Mais finalement, nous, on avait un double challenge pour la filière ressources humaines, du moins la Poste, c'est d'accompagner cette transformation de la Poste et pour la filière de se transformer elle-même. Pourquoi? Ben, par rapport au diagnostic, hein, qu'on avait pu en faire,
la fonction RH était très, on va dire, centralisée, très dans la gestion, dans la saisie d'actes administratifs, et également, dans, l'application de décisions, on va dire, très, très descendantes. En fait, la fonction RH, chez nous, elle a dû se transformer en profondeur, donc passer de cette gestion purement administrative à une posture, donc c'est plus de la gestion, mais c'est une posture de conseil et d'appui aux décisions des managers opérationnels. Non pas donc en tant que décideur, hein, d'agir en tant que décideur, mais de conseiller et d'appuyer les décisions des managers opérationnels sur le terrain et d'accompagner les postiers. Donc, bien sûr, il a fallu, former les DRH, former les équipes RH aussi à cette nouvelle notion, et pouvoir aussi, détacher, on va dire et se détacher des tâches à faible valeur ajoutée, hein, c'est-à-dire tout ce qui était saisie chronophage, les allers-retours, de documents papier, tout ça, ça a été, automatisé et simplifié. Et également en profondeur, ce sont toutes les fonctions support, qui ont été, qui ont bénéficié de cette transformation également, pour, servir au mieux les services opérationnels, pour servir le développement finalement et la performance économique de l'entreprise. On avait remarqué qu'il y avait plusieurs fonctions identiques dans les différentes branches de la Poste. Elles ont été regroupées pour être, davantage efficientes. Et puis également, dans sa transformation, la fonction RH, elle participe désormais activement aussi à la performance économique de l'entreprise. Par exemple, elle suit de très près, les objectifs de type, réduction de l'absentéisme, réduction de la dette sociale, les reclassements des personnels lors des réorganisations et puis elle travaille beaucoup, cette fonction RH, en synergie avec le contrôle de gestion de l'entreprise. Voilà, davantage, on va dire, de communication avec, les acteurs de la performance économique aussi de l'entreprise. Pour, faire tout ça, vous avez pu vous appuyer sur des outils spécifiques, par exemple, pour justement vous accompagner ou pour changer vos méthodes de travail au niveau de la fonction? Oui, alors, un 1er travail, il a fallu déjà identifier un petit peu, les processus à digitaliser, revoir les acteurs qui étaient en capacité d'accompagner les collaborateurs et surtout, revoir un petit peu tous les outils, du système d'information RH pour les adapter au service des opérationnels. Donc tout à l'heure, j'en ai parlé, il y avait, des outils qui étaient dédiés à la fonction RH et ces outils, ils ont évolué pour pouvoir, servir à la fois à la gestion des managers et à la gestion des collaborateurs. Donc, toutes les tâches administratives et répétitives, elles ont été prises en charge, par le système, d'information RH. Je prends par exemple, la gestion des congés, qui auparavant, il fallait remplir une feuille, de congé, donner à son manager qui valide, qui l'envoie au service RH, local, qui l'envoie au service RH de gestion et cetera. Donc maintenant, on a un outil, MyRH, qui permet justement de, saisir sa demande de congé pour le collaborateur. Le manager valide toujours dans l'outil et c'est transmis directement, par, interface, au centre de service RH gestionnaire qui, donc du coup, l'intègre, qui est intégré directement donc dans la gestion, au quotidien de l'agent. Et puis également, par exemple, toute la situation familiale, de la personne, peut être saisie sur un outil qui s'appelle Ma Vie RH, où, l'agent va, changer, son adresse, sa situation familiale, parfois avec, l'obligation de scanner des documents justificatifs, bien sûr, mais en toute autonomie, ce qui permet de, du coup, libérer, les collaborateurs qui travaillaient sur ces tâches administratives pour être, beaucoup plus, dans le soutien et l'expertise. Voilà un petit peu sur nos principales évolutions. Dans les rôles de conseil, par exemple, et d'accompagnement que tu évoquais tout à l'heure, du coup, avec moins de tâches, répétitives et puis davantage de tâches à valeur ajoutée?
Exactement, exactement. Donc, on peut répondre au mieux, un manager qui aurait besoin, d'accompagnement sur un processus, qui aurait besoin de Mmh, conseils pour, la gestion, de son collaborateur, ou pour préciser des processus un peu plus complexes. Voilà, ça nous permet mmh, vraiment, d'être libérés de ces tâches, on va dire, très chronophages, administratives et sans valeur ajoutée. ouais. Donc, ça a été un gros effort effectivement, pour la Poste de pouvoir, refondre un petit peu tout ce système Mmh. d'information et le mettre au service justement des managers et des collaborateurs. Il y a un point heu, intéressant, que j'entends dans ton discours, c'est finalement la sémantique utilisée, entreprise, collaborateur, client, et cetera. Bah, finalement, la Poste c'est un peu devenu comme une entreprise privée finalement. Les mots sont les mêmes, les fonctions sont les mêmes, donc est-ce que la Poste est devenue une entreprise privée? Alors, on va dire que la Poste, elle conserve, dans tous les cas ses obligations, de service universel postal. Notamment, il y a 2 choses très fortes, c'est la livraison du courrier 6 jours sur 7, la livraison de la presse et puis sa présence territoriale, hein, qui Mmh, ne peut être modifiée qu'avec l'aval et l'accord, des maires. Mais ça, c'est une obligation qui est devenue presque exceptionnelle en Europe, mmh, hein, et pour autant, elle est très soumise à la concurrence, l'entreprise La Poste, mmh. puisqu'on est passé sur un statut de société anonyme, et elle est soumise à la concurrence. Elle a une banque postale, très jeune, hein, qui doit s'affirmer et oui, quelque part, son fonctionnement s'approche effectivement de la plupart des entreprises privées. En tous les cas, son ambition, elle est de devenir la première entreprise de services de proximité humaine. Donc ça, je pense que c'est important dans le Mmh. rôle des RH pour amener, cette entreprise à évoluer sur cette, ces services de proximité humaine. Mmh. Alors proximité humaine, très bien, mais comment on fait en période de Covid, du coup? Oh là! Hein? Alors alors là Bon, alors là, on en est j'allais presque sorti maintenant, mais bon, on va dire que, hein? oui. Oui, 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 alors, j'allais dire quand même ça a duré pratiquement, 2 ans là, Ouais. où, justement l'impact covid alors sur la fonction RH, il s'est ressenti, on va dire à 100. Déjà, ça a permis d'accélérer cette digitalisation de la fonction RH, parce que, on a été un petit peu coupés, les uns des autres, de cette activité avec, des obligations d'isolement, de télétravail. Donc tout ce qui était transmission électronique des contrats, et des documents, collaborateurs, ont été donc récupérables en ligne. Et bah, du coup, ça a accéléré cette digitalisation, de la fonction RH, à cette période et du coup, c'est quelque chose qui a permis de booster un petit peu, cette digitalisation et puis, là, on a dû jouer un rôle, extrêmement important de communicant. On a dû rassurer, on a dû trouver des aménagements nécessaires, en temps de crise, c'est-à-dire, les aménagements nécessaires pour l'organisation du travail, donc télétravail, les personnes qui devenaient aidants familiaux, maintenir aussi toute la qualité de vie au travail. Je veux dire par là, il fallait suivre les personnels où qu'ils soient, s'assurer de leur santé, de leur sécurité au travail et en télétravail. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une grosse partie des collaborateurs qui ont été éloignés du service, alors soit pour cause de maladie, mais aussi de mise en télétravail d'office, hein, pour certaines fonctions. Et donc, il a fallu traiter un petit peu ces situations d'éloignement, d'isolement des collaborateurs et également travailler sur le management à distance, parce qu'on avait des managers qui n'étaient pas pour la plupart habitués à travailler, hein, avec un management à distance. Donc, trouver les bons processus pour les managers, ce dont ils avaient besoin dans ces moments-là aussi pour pouvoir gérer au mieux leurs collaborateurs et l'activité, hein, et maintenir surtout notre activité. Voilà un petit Ouais. peu les principaux impacts, Mmh. et l'évolution que la fonction RH a dû, vivre, pendant cette période et qu'elle continue à vivre.
Et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui était vraiment préparé d'un seul coup au télétravail, au management à distance, etc., hein, quand la première vague est arrivée, Mmh. euh, à part peut-être quelques organismes de formation, par exemple, spécialisés à distance. Mmh. Hein, mais donc, c'est Hop, vrai que hop, en passant là, hein, euh, et le management à distance, effectivement, a quelque chose vraiment de spécifique, surtout quand on n'est pas préparé. Est-ce que vous avez mis en place des mesures concrètes justement pour accompagner les managers dans le fait de manager à distance, au-delà de la complexité de gérer ne serait-ce que les présences, les absences, etc. mmh. Effectivement, déjà, on a mis en place, pas mal d'outils de travail à distance, pour les managers, que ce soit Teams, Zoom, des formations aussi, à distance, pour, vraiment pouvoir, s'adapter en fait, à ce nouveau mode de travail aussi et puis, s'adapter surtout à l'absentéisme fort, hein, dans cette, période, c'est-à-dire pouvoir fournir aussi, aux managers les ressources nécessaires pour, maintenir, l'activité. Les préparer aussi, des mesures pour aider le manager, c'est, préparer avec les managers le retour à l'emploi des collaborateurs qui ont été touchés. On avait moins de moments de convivialité, donc nécessité de recréer aussi du lien, entre les collaborateurs et les managers, par des actions plutôt adaptées. Donc on leur a proposé des team cafés, de pouvoir aussi, recréer des moments de convivialité même à distance, en envoyant des petits cadeaux individuels pour les moments de fête et cetera. Et surtout, les accompagner sur cette phase extrêmement complexe de transformation d'eux-mêmes de manager, présent avec son équipe à, manager, à distance avec cette, peut-être cet effritement, qu'on peut connaître, dans la cohésion d'équipe. Voilà. Et alors, tu as mentionné quelque chose que toutes les entreprises ont connu, hein, c'est un absentéisme fort. Mais quand on Mmh. a justement des obligations de service universel postal, comment on fait dans ces cas-là pour gérer l'obligation de service d'un côté et puis des forts taux d'absentéisme? Comment vous êtes organisé? Alors, déjà, on a dû, un petit peu gérer effectivement avec une réglementation, hein, qui s'appliquait aux personnes, Mm. malheureusement atteintes, hein, par Ouais. la maladie ou par d'autres maladies, hein, d'ailleurs, hein, puisque pas que le covid dans cet absentéisme. Mais surtout pouvoir, permettre, aux managers de pouvoir faire appel, très rapidement à des ressources complémentaires, mettre en place donc, des heures supplémentaires pour les collaborateurs qui le souhaitaient, qui pouvaient et puis, surtout aussi les appuyer avec, des ressources externes, hein, comme l'intérim. On a développé également aussi tout ce qui était, possibilité d'alternance et de recrutement, à l'issue aussi, quand on avait des vacances de poste, définitives, de pouvoir aussi, axer nos recrutements sur nos alternants qui étaient formés, hein, au métier de l'entreprise. Donc voilà, on a développé vraiment, toutes ces actions, pour pouvoir, aider, les managers dans, ce passage, difficile, mais qui est, on va dire, un sujet assez récurrent aussi dans les entreprises, hein. Comment, gérer, l'absentéisme, Mm. et comment y pallier, aussi. Alors avec aussi des incitations, pour les collaborateurs, à un mieux-être, leur permettre d'être mieux aussi dans l'entreprise pour, les faire aussi revenir, hein, le mieux possible et le plus vite possible, en forme, pour travailler et pour retravailler, au sein des équipes. Alors moi, ce que j'adore dans ton discours, c'est qu'on va noter bien sûr une problématique RH et plusieurs fois tu as mentionné la problématique de qualité de vie au travail. Alors ce sont justement deux des grands axes de notre organisme, hein, puisqu'on fait des formations RH et des formations QVT aussi, et des formations management en l'occurrence, dont certains de nos apprenants assistent à cette masterclass, donc un petit coucou en passant. Euh, et donc, c'est clair que ce sont des domaines qui se rejoignent, hein, à la fois le management, la QVT et les RH, pour pouvoir avoir finalement
moins Mmh. d'absentéisme, moins de turnover. Alors, peut-être moins cette problématique de turnover, à la poste que peut-être dans d'autres, organismes. Oui. Mais en tout cas, tout ça, ce sont des éléments qui vont dans la même direction et qui sont complètement cohérents, les uns avec les autres, c'est ce qu'on constate dans l'entreprise et c'est tout à fait ce que tu as confirmé également dans le dans une entreprise comme La Poste. Sur cette expérience de transformation de La Poste que tu as pu vivre de l'intérieur, si tu devais retenir justement, quelque chose d'essentiel, un point fort justement de cette expérience dans la transformation, qui est une transformation réussie, hein, soyons-en sûrs. Mmh. Mmh mh. Tu retiendrais quoi? Alors, bah, moi, je retiens que finalement, la fonction RH, a été renforcée dans son rôle de partenaire stratégique de la transformation de l'entreprise, hein. On va dire elle joue un rôle majeur, et je finirai peut-être par ça en disant que si on regarde ce que fait actuellement la fonction RH, elle travaille aujourd'hui, pour une expérience collaborateur réussie, au service de l'expérience client. Donc c'est bien ça sa raison d'être, on va dire. Parfait. Tu as été parfaite, Marielle. Non, non, mais j'y crois profondément, donc Bah oui, mais c'est pour ça que tout le à la fois ton discours et la posture, sont cohérents donc merci beaucoup pour ce partage d'expérience, justement, hein, j'ai plus d'autres avec questions plaisir. à te poser, mais peut-être que nos participants en ont. Donc ce que je vous propose, c'est, eh bien, de poser vos questions si vous en avez, hein. On peut se laisser, encore, du temps, ensemble. Si vous avez des questions à poser Marie-Hélène, n'hésitez pas à les poser via les conversations et puis, on va sélectionner, Je au fur et à je mesure. regarde la conversation. Ouais. Alors des questions? Pas de questions? Peut-être pas les timides, allez. Ou alors tu as été super méga clair. Alors, une question d'Alexia: avez-vous dû licencier pendant la transformation? Alors, la Poste ne licencie pas. C'est tout l'enjeu, de cette, transformation et de cet accompagnement de la transformation. La Poste accompagne, heu, en reclassement, les Mmh. collaborateurs qui, pour, des raisons de réorganisation, de disparition de métiers ou de services, doivent effectivement poursuivre dans l'entreprise. Mais, il y a un accompagnement du collaborateur pour le reclasser sur un autre métier, un autre service systématiquement. Ouais, d'où tous les plans, GEPP, de formation et cetera que tu as évoqués tout à l'heure, Absolument, pour, absolument, accompagner l'évolution des métiers. absolument. Mmh. Alors, bien sûr, si je peux compléter, on a tout un panel de dispositifs, que ce soit, les ruptures conventionnelles, la démission, ça existe aussi, puisqu'on a 2 statuts à la Poste, le statut fonctionnaire, le statut salarié, et bien évidemment, tous les dispositifs qui existent dans le privé existent aussi, hein, pour, les salariés de la Poste. Donc, en fonction du souhait du collaborateur, mais il n'y a pas de licenciement, on va dire, de la part de l'entreprise, hormis peut-être parfois quand il y a de la discipline, hein, Mmh. mais pas pour la transformation. D'accord. Donc, ou suspension de contrat de travail, que disait, Tony, mais enfin Non, bon, je pense que tu as non, pas répondu, de suspension ouais, du contrat de travail non ouais, plus, pas ouais. pendant le la transformation en tous les cas, non. Mmh mh. Mmh. Parfait. D'autres questions? Une question d'Élodie. Comment cette transformation a-t-elle été vécue par les plus anciens collaborateurs, avec la digitalisation, par exemple? Alors, on pourrait se dire effectivement, que c'est un petit peu plus compliqué, parfois, d'accompagner les plus anciens collaborateurs, mais pas forcément. Donc, justement, alors moi j'en fais partie, hein, je vais dire, je suis une vieille Mmh. postière. Et Voilà. Alors après, c'est aussi un état d'esprit, hein. Il y a des personnes qui prennent en main, leur, mmh, parcours professionnel, mmh. et la Poste a cette chance d'avoir, un panel de métiers, énorme. C'est-à-dire qu'on peut faire toute sa carrière à la Poste en changeant, 10 fois de métier et 10 fois de région aussi, puisque la Poste est présente partout, en métropole et également,
en Outre-mer, hein, notamment, sur les 5 départements d'Outre-mer. Et donc, cette transformation, elle a certes été vécue par certains collaborateurs anciens dans l'entreprise avec difficulté. C'est ceux-là qu'il faut le plus effectivement accompagner et aider. Et donc, tous les dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les conseillers en évolution professionnelle qui sont là pour écouter la personne et pour construire avec elle son projet, son parcours professionnel ou sa réorientation, ces personnes sont là, la structure au sein de la Poste est là pour accompagner justement ces collaborateurs qui auraient des difficultés justement à pouvoir se projeter, hein, aussi dans cette transformation. Ouais, alors je suis complètement d'accord avec toi que c'est avant tout un état d'esprit. C'est pas forcément une question d'âge, hein, la capacité à se transformer, la capacité à adopter, des nouveaux processus, du digital et cetera. Bon, on a parlé ici, posé la question sur les plus anciens, mais en fait, c'est surtout une question d'état d'esprit, je pense. Je suis tout à fait, aligné avec ça. Oui. Question de Tony: les salariés de la Poste disposent-ils d'un applicatif permettant de réaliser des fiches de signalement? Qu'est-ce que vous entendez par fiche de signalement? Parce qu'il y a beaucoup de Ouais. termes qui veulent dire ça. Il y a des fiches de signalement bancaire et des Ouais. heu, Bon, alors on va laisser, Tony peut-être, repréciser voilà, sa préciser sa question sa question. et une question de Ulrich, Ah alors oui, Tony remonter vient la de hiérarchie, une agression par Tony, exemple. ouais, ouais. Oui, alors effectivement, il y a à la fois des cahiers de signalisation, mais il y a aussi un Mmh. applicatif, qui permet de signaler, justement les agressions, hein, parce que ce dont vous parlez, effectivement, ou les problématiques, diverses, hein, de violences éventuelles, heu, d'agressions, internes ou externes. Effectivement, on a un dispositif et on a tout un dispositif de prise en charge et on a également un applicatif, hein, qui trace, ces éléments. Alors, question intéressante Ça également, de ouais, d'Ulrich, est-ce que vous avez maintenu le télétravail post-Covid? Si considérons qu'on est post-Covid. Oui, 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 oui. Alors, du coup, il y a eu, effectivement, un engouement aussi, hein, pour, le télétravail, hein, chez certaines personnes, Mmh, qui ont, justement contractualisé avec, les accords, en vigueur, hein, hors Covid, mmh, le télétravail et notamment moi dans mon équipe, hein, j'ai eu 3 personnes qui m'ont demandé, mmh. à, pouvoir bénéficier du télétravail, suite, au Covid. Ils y avaient trouvé, un avantage, moi aussi. Et donc du coup, c'était plutôt gagnant-gagnant. Donc il y a également des services, qui ont, gardé, hein, Mmh. bon bien sûr, hein, avec accord, hein, du collaborateur, des dispositifs de télétravail. D'accord. Question d'Élodie: comment cette transformation a-t-elle été mise en place, outre-mer, dans les départements d'outre-mer? Bah, là, pour le coup, je pense que pas répondre à ta Alors, place, mais tout ce que tu bah, viens de dire était appliqué de la même j'allais dire. manière. Voilà, absolument. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, on pouvait se dire qu'on était un petit peu à l'écart de toute, la mouvance et de tout ce qui pouvait arriver, à la Poste en Mmh, métropole, mais non, les départements d'outre-mer, même si on a des structures un petit peu, différentes, font partie intégrante du groupe La Poste et donc du coup, on a vécu, également, les mêmes transformations puisque du coup, on est calqué un petit peu en termes d'organisation, sur les mêmes fonctions et sur les mêmes organisations que la métropole. Et donc, on a vécu et j'ai dû accompagner effectivement des organisations différentes de services, des restructurations de services de la même façon. Mm. mmh. Et utiliser les mêmes dispositifs que je vous ai cités. Et utiliser les mêmes dispositifs, absolument. Question d'Ivana, quand a commencé la transformation, de la Poste? Mais alors je crois que tu as mentionné, à un moment donné, peut-être Alors, tout au début. les plus grosses Mmh, transformations ont eu lieu à partir du moment où on a changé, de statut, hein. C'est-à-dire qu'il y mmh. a 12 ans à peu Il y près, a 12 ans, hein, ouais. un peu Mmh, plus d'une dizaine d'années. Même si, la Poste était déjà, hein, avait déjà commencé à amorcer, sa transformation, mais
les transformations les plus profondes ont eu lieu effectivement avec la mise en place aussi de la concurrence, même vis-à-vis du courrier, hein, donc les centres de tri, nos habituels centres de tri ont été transformés en plateformes courrier industriel, hein, pour traiter beaucoup plus rapidement, beaucoup plus rapidement et s'adapter à la concurrence. Et la création de la banque postale, donc aussi il y a 16 ans, quoi. Donc Ouais. voilà un petit Question peu les de, points. ouais. Question de Sabine. À la suite de la période de télétravail forcé, est-ce que vous avez tiré des enseignements particuliers et est-ce que vous avez renégocié du coup vos accords télétravail? Oui, alors effectivement, la période de télétravail forcé, elle a eu 2 impacts. Le premier impact, ça a été effectivement pour certains collaborateurs, d'avoir un engouement pour ce dispositif et du coup, pour les managers aussi, de s'être, j'allais dire, habitués aussi à gérer, des collaborateurs en télétravail et de démystifier un petit peu aussi les a priori que pouvaient avoir certains managers sur le télétravail. Et puis en même temps, pour certains, ça n'a pas été si facile que ça et donc du coup, ils n'ont pas souhaité effectivement, poursuivre, hein. Donc du coup, le choix a été donné, vraiment, aux collaborateurs de pouvoir, bénéficier, encore ou poursuivre, hein, de bénéficier du télétravail. Et l'accord sur le télétravail, alors il n'a pas été, refondu, complètement, mais il a été amélioré par des avenants sur l'accord télétravail pour notre entreprise, notamment avec le nombre de jours qui a évolué, notamment avec les dispositifs d'accompagnement à domicile qui ont évolué aussi, c'est-à-dire équipement, primes, télétravail, etc. Donc voilà, oui, on a amendé un petit peu l'accord télétravail. Mm. Alors justement, tiens, ça m'emmène parfaitement sur la question de Sonia. Au niveau de l'équipement, au niveau des évolutions, est-ce qu'il y a des choses qui ont bénéficié de subventions particulières pour accompagner la transformation de la Poste? Alors, il y a toujours dans toutes les transformations, des accords, qui sont liés à ces transformations et qui accompagnent, effectivement parfois, selon les cas, hein, selon les situations, les collaborateurs. Quand il y a par exemple une nécessité d'éloignement, c'est-à-dire un service disparaît, il se recrée à un autre endroit, quand ça nécessite d'accompagner financièrement cette transformation, effectivement, on a des accords particuliers qui accompagnent, Mhm. comme dans toute entreprise aussi, ces transformations pour le collaborateur et qui facilitent aussi la prise en compte de cet effort, hein, de transformation, de réorganisation de la part du collaborateur. Mhm. Question de Ulrich, ou Ulrich, désolé, c'est pas comment vous prononcez. Avez-vous assez de recul pour dire si oui ou non le télétravail a diminué le taux d'absentéisme? Question intéressante. Personnellement, oui, alors non, mais personnellement, par rapport aux chiffres, Ouais, honnêtement, je ne pense pas que ce soit le télétravail qui soit le qui problème. participe à diminuer le taux d'absentéisme. Ouais. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est un outil qui peut permettre l'aménagement de l'organisation du travail pour certains collaborateurs qui, dans un certain sens, auraient été absents par rapport à une gestion, je le vois sur certaines situations, notamment d'aidants familiales ou de présence parentale à certains moments de la semaine, ça favorise la baisse d'absentéisme sur ce type de population, mais pas sur la majorité. Donc, oui, c'est un outil à la main aussi du manager, j'allais dire, le télétravail, pour pouvoir permettre d'aider le collaborateur dans son organisation et permettre qu'il soit plus présent, en tous les cas, peut-être pas physiquement, mais plus présent sur son activité de travail, quand on peut lui permettre effectivement d'améliorer ses conditions de travail. Mm. Mais au final, le résultat global est la résultante de mesures globales et pas simplement des micro-mesures comme ça.
Mais sur le taux global, Mmh. non, parce qu'on va dire que la Ouais. majorité de nos, enfin toujours à la Poste, en tous les cas, la majorité des collaborateurs ne peuvent pas bénéficier de télétravail parce que nos 2 Mmh. activités Mmh. phares, ce sont des facteurs. Mmh. Heu, c'est des fonctions de facteurs et des fonctions de chargé de clientèle en établissement, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit au Mmh. plus proche des clients, hein. Donc le télétravail, il est assez, j'allais dire, réduit C'est sur réduit sur certaines ces fonctions. populations-là. Mmh. Voilà, certaines fonctions plutôt support ou certaines fonctions qui peuvent effectivement, télétravailler. Une question de Tony, hein, j'en connais là, les questions de nos apprenants en formation QVT. Est-ce que le groupe La Poste dispose au niveau national d'un baromètre interne sur la QVT, donc la qualité de vie au travail, donc un sondage, par exemple, envoyé à tous les employés pour mesurer leur ressenti dans l'activité? Oui, alors, effectivement, le groupe La Poste, dispose au niveau national et local, hein, parce qu'on a aussi donc la possibilité d'avoir ces résultats, ce sondage en local. On appelle ça le baromètre d'engagement, c'est un genre de baromètre social, hein, un baromètre Mmh. Ouais. d'engagement sur lequel une quarantaine de questions sur la QVT sont posées aux collaborateurs. Alors, sur tous les panels, hein, panel, Mmh. agent, panel manager, cadre supérieur, voilà. Il concerne tout le monde, ce baromètre d'engagement et on l'appelle le baromètre d'engagement parce que la majorité des questions sont dédiées à l'engagement du collaborateur vis-à-vis de son entreprise et donc à des items QVT, donc une quarantaine d'items QVT. Super. Oui, il est Parfait. actuellement en vigueur là, c'est la période. C'est vrai, Fin oui. d'année pour, en début d'année, avoir les résultats. Voilà. Il est OK. lancé là depuis le mois de septembre, donc tous les ans à la même date. Comme un baromètre, pour le coup, tous les ans et puis on regarde les évolutions. Ouais. Absolument et Ouais. on essaye de traduire donc les résultats en actions concrètes, sur le terrain, entre le manager et ses équipes. Voilà. OK. Mmh. Question de Sabine, comment est organisée l'implantation des IRP au sein de l'entreprise? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore d'organisation en CSE. On est toujours sur une ancienne structure avec des CHSCT, des comités techniques, des comités de dialogue social de la Poste. Donc, on va d'ici environ 1 an passer en mode CSE. Mais pour l'instant, on a des instances représentatives au niveau local et national. C'est-à-dire que dans chaque département, chaque node, niveau opérationnel déconcentré, hein, on appelle ça, par exemple, le département de la Guyane représente à lui-même un node a des instances représentatives du personnel, donc en CHSCT et comité technique, pour traiter des situations, individuelles ou collectives, hein, et accompagner donc justement les changements d'organisation. Parfait, bah, je crois que ah non, encore une. J'allais dire, on les a épuisés, il n'y a plus de questions. Concernant le stress au travail, encore plus suite au Covid, avez-vous un numéro de mise en relation, par exemple, pour les salariés, avec des professionnels d'écoute, du type psy, thérapeute et cetera? Oui, alors ça fait plusieurs années que ça existe et ça a été renforcé justement et recommuniqué, pendant toute la crise Covid. Ça s'appelle Allo Postier. Et c'est aussi bien dédié à l'écoute, des collaborateurs non cadres que des collaborateurs cadres, heu, tout type de collaborateurs dans l'entreprise, qui peuvent exprimer sur cette plateforme, sans lien hiérarchique, hein, du tout, leurs problématiques quelconques, liées à un stress ou, liées à d'autres éléments de leurs conditions de travail. Mmh. Ouais. Bravo Marilène, tu as répondu à toutes les questions. Bah, je vous propose que du coup, on en reste là. Merci beaucoup à toutes et à tous. Vous avez été nombreux à participer à cette, masterclass. Merci à tous. Merci beaucoup Marie-Hélène, Je t'en prie.
pour toutes ces informations très riches, une expérience vraiment extraordinaire que tu as partagée avec nous. Donc un grand merci pour ça. Et puis pour celles et ceux qui le souhaitent, donc on mettra à disposition de tous les inscrits le replay de cette masterclass, ou pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ou qui ont dû nous quitter un petit peu avant. J'ai eu un petit message tout à l'heure. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci Marie-Hélène, et puis à très Merci bientôt. à tous et bonne continuation Bonne à continuation. tous. Merci, au revoir. Au revoir.